J'ai choisi 3 sujets. Le premier sujet que je vais aborder, c'est l'évolution du projet de pipeline qui transporte le pétrole sur plus de 1000 km depuis le Niger, traverse le Bénin et a vocation à livrer ce pétrole au commerce international sur l'océan Atlantique au port de Sémékodji. Sémékodji devrait être le lieu à partir duquel le Niger commence une grande et merveilleuse aventure de pays pétrolier. Ce qui fait que le Niger est aujourd'hui, dans la sous-région CEDEAO, le pays à la croissance économique la plus élevée. Il s'est passé ces dernières 48 heures des événements assez curieux qui ont attiré l'attention de votre serviteur. D'abord, je voudrais rappeler que le projet pétrolier qui a été matérialisé au départ du Niger en traversant le Bénin jusqu'au port en océan Atlantique de Sémékodji, ce projet a été mis en place depuis longtemps. Ce projet rassemble l'État nigérien, l'État béninois et une compagnie d'État chinoise qui s'appelle CNPC. Et ce projet a été l'objet d'un accord entre les 3 entités que je viens de citer, à savoir l'État du Bénin, l'État du Niger et la compagnie chinoise multinationale CNPC. Cet accord a prévu toutes les étapes de la réalisation du projet et il est le seul document à encadrer ce projet. Selon cet accord, le pétrole qui va transiter donc du Niger où il est foré vers le terminal de Sémékodji au Bénin, ce pétrole-là va bien sûr rapporter environ 25% d'intérêt et bien de bénéfices au Niger, à l'État du Niger. Il va remporter 75% parce qu'il faut rembourser l'investissement chinois, ce qui est déjà énorme par rapport au ratio précédent. Mais ce pétrole-là également, pour chacun des barils, va rapporter de l'argent à l'État béninois. Je pense avoir bien lu 0,1 $ pour chaque baril qui passe, au moins. Donc, l'État béninois est bénéficiaire. Le principal bénéficiaire, c'est l'État nigérien et le grand bénéficiaire, en même temps l'investisseur, celui qui a financé tout le projet, c'est la multinationale chinoise qui est une multinationale étatique, CNPC. Jusqu'ici, ce projet a donc évolué dans le cadre de cet accord, signé depuis plusieurs années entre les 2 États. Mais il se trouve que le 26 juillet 2023, l'armée nigérienne, à l'unanimité de tous ses corps, a décidé de déposer le junta de Niamey Mohamed Bazoum, qui fit alors boum, conformément à nos prédictions, pour la raison que Mohamed Bazoum s'était avéré complice des organisations terroristes qui ensanglantent son pays, que Mohamed Bazoum s'était avéré en réalité un parrain de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, au regard de ses attaques sauvages contre le Mali, le Burkina, qui luttent contre Al-Qaïda et l'État islamique, au motif que Mohamed Bazoum, en réalité, ne servait pas les intérêts suprêmes de la nation nigérienne, mais des intérêts étrangers. Il a été déposé et il n'y a eu aucun conflit, aucune effusion de sang. Il n'y a même pas eu un mort pour que Bazoum tombe. C'est-à-dire que même les soldats qui prenaient la garde de sa chambre à coucher ne se sont pas battus. Parce que, à l'unanimité de tous les grands corps de l'armée nigérienne, Bazoum s'est avéré un traître à la nation nigérienne. Dans la population, il y a eu une légère agitation d'une dizaine, à tout prendre une vingtaine d'individus dans les rues de Niamey. Mais la masse majoritaire de la population nigérienne avait déjà vomi Bazoum depuis longtemps. Et au contraire, c'est avec une liesse populaire que le Conseil national de la sauvegarde de la patrie du Niger, dirigé par le général de brigade Abdourahmane Tiani, a été accueilli par le peuple. Le 26 juillet 2023 a donc
en réalité commencé une révolution populaire nigérienne. Cette révolution, un changement radical dans la doctrine de direction de l'État du Niger, devait réjaillir même sur le terrain géopolitique, géostratégique. Avec désormais la décision des autorités nigériennes d'écouter la revendication du peuple, qui datait d'il y a très longtemps, à savoir ne plus combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances de l'OTAN qui ont fait venir le terrorisme et qui ont créé les deux grandes organisations terroristes que nous connaissons, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Les puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont donné des armes à Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer le Sahel, c'est-à-dire attaquer le Niger, attaquer le Burkina Faso, attaquer le Mali. Les mêmes puissances de l'OTAN qui ont pris prétexte de l'attaque qu'elles ont organisée pour demander aux pays sahéliens d'accepter l'installation ad vitam aeternam de leurs bases militaires, afin d'avoir le contrôle total sur l'uranium, total sur le pétrole, le gaz, l'or, le diamant, le manganèse, les richesses faramineuses du Liptako. La doctrine politique nigérienne a donc changé. C'est un Niger nouveau, un Niger enraciné dans l'idéologie panafricaniste, qui a vu le jour le 26 juillet 2024. Un Niger déterminé à aller vers sa véritable souveraineté. Au Niger, désormais, la devise est Labussanino Zanchan Kassaini. Labussanino Zanchan Kassaini. C'est-à-dire que quand il est question des affaires du pays, il n'y a qu'un seul peuple nigérien. Et ce peuple n'est plus simplement un peuple de Nigériens et de Nigériennes. Ce peuple devient à cet instant précis, lorsque ce peuple vous dit Labussanino Zanchan Kassaini, il devient un peuple de Nigérois et de Nigériennes. Ce changement à la tête du Niger n'a pas plu à un certain nombre d'États néocolonisés, de l'organisation néocolonisée appelée CEDEAO. Ces États néocolonisés sont caractérisés par le fait qu'ils sont sous occupation militaire, sous contrôle militaire, sous contrôle financier, sous contrôle diplomatique, sous contrôle sécuritaire. Ils sont même sous contrôle mental par les anciennes puissances coloniales occidentales. Ces États, membres de la CEDEAO, à l'époque comme le Niger, le Mali et le Burkina, se sont dressés et ont annoncé leur intention, alors que jamais ils n'avaient mis en place une force pour combattre les terroristes. Ils ont annoncé publiquement leur intention de mettre en place une force pour attaquer le Niger et restaurer le juntar de Niamey qui avait fait boum, le traître, le parrain des terroristes, Mohamed Bazoum. Oui, l'année 2023 a été pleine de révélations pour tous les amoureux de l'Afrique, de la souveraineté africaine. Nous avons vu au grand jour, nous avons vu en plein jour ce que c'est réellement que la CEDEAO. Si les événements qui vont de 2022 avec les sanctions illégales, criminelles, inhumaines, prises par la CEDEAO contre le Mali, jusqu'à la déclaration de guerre de la CEDEAO contre le Niger, si ces événements n'avaient pas eu lieu, nous autres qui enseignons depuis très longtemps que l'Union africaine et la CEDEAO sont des organisations anti-africaines, je crois que plus de 60 à 70% de ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne nous prendraient pas au sérieux si les événements dont je vous parle n'avaient pas eu lieu. L'Afrique a assisté ébahi à une série de réunions de la CEDEAO pour annoncer qu'elle allait faire la guerre contre le Niger, pour imposer le parrain des terroristes. Celui qui a publiquement dit que les terroristes étaient ses alliés, Mohamed Bazoum. Pour imposer à la tête du Niger un homme qui a dit que les terroristes étaient plus puissants que les armées nationales ouest-africaines. Toute la CEDEAO, à l'exception de 4 pays, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, le Niger et, dans une relative mesure, le Togo, la quasi-totalité de la CEDEAO s'est dressée comme un seul homme pour faire la guerre contre le Niger. Parmi les pays les plus zélés pour faire la guerre contre le Niger, il se trouvait le Bénin de Patrice Talon. Le Bénin de Patrice Talon.
dans l'ordre du zèle pour faire la guerre au Niger, il y a numéro 1, Alassane Draman Ouattara. Très chaud pour faire la guerre. Lui, il a donné même le nombre de troupes qu'il allait envoyer pour tuer les Nigériens. 1100 hommes. Il a dit qu'il allait mener une campagne militaire pendant 3 mois pour tuer les Nigériens. Il l'a dit publiquement. Numéro 2, dans le projet de guerre contre le Niger, mais Patrice Talon a juré ses grands dieux que l'armée béninoise allait entrer au Niger pour combattre le Niger et imposer par la force le retour de Bazoum au pouvoir. Rétrospectivement, on se demande sur quoi Talon comptait. Voici quelqu'un qui est à la tête d'une armée en laquelle il n'a pas lui-même confiance, puisque désormais, il a fait assurer sa sécurité par l'armée rwandaise. Comment quelqu'un qui n'est même pas capable de se sécuriser lui-même avec sa propre armée pouvait-il prétendre qu'il allait faire la guerre contre le Niger? On a bien compris que ce n'était pas Talon lui-même qui était capable de faire la guerre contre le Niger, mais que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal de Macky Sall, le Ghana de Nana Akufo-Addo, le Nigeria de Adebola Tinubu, tous ces pays-là étaient en fait instrumentalisés par le néocolonialisme français et par l'impérialisme de l'OTAN pour absolument imposer à la tête du Niger des dirigeants qui continueraient à faire du Niger le marchepied de l'Occident. Tout le monde a bien compris donc que la CEDEAO n'était qu'une caisse de résonance du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. D'autant plus que toutes les mesures prises par la CEDEAO contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, contre la Guinée, ont été systématiquement dictées publiquement dans des médias par les dirigeants occidentaux, notamment français. Avant que la CEDEAO ne prenne les sanctions de janvier 2022 contre le Mali, le président Macron et ses ministres les avaient déjà annoncées. Le président Macron avait publiquement dit « Je vais appeler le président Tinubu de la CEDEAO et demander une réunion pour sanctionner le Mali. » Nous avions suivi des débats au Sénat français. Le président de la commission de la défense au Sénat français, Christian Cambon, avait dit que le Mali allait regretter de s'être séparé pacifiquement de l'armée française. Il l'avait dit publiquement dans une conférence au Sénat, sur la chaîne publique Sénat, qui est disponible encore sur le net. Christian Cambon. Donc toutes les décisions de la CEDEAO ont été annoncées par les dirigeants français, européens, les dirigeants de l'OTAN, avant que la CEDEAO même ne se réunisse. C'est alors que la vérité a éclaté au grand jour. Les Africains ont compris pourquoi il y avait un bureau de l'OTAN à l'intérieur de la CEDEAO, au motif de combattre le réchauffement climatique, au motif de combattre le terrorisme, que l'OTAN a installé, puisque c'est l'OTAN qui a détruit la Libye. Et on sait pourquoi l'OTAN a détruit la Libye. C'est parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie dinar-or qui allait mettre fin à l'hégémonie du dollar, l'hégémonie de l'euro, l'hégémonie du franc CFA. Les emails de Mme Hillary Clinton, qui ont été révélés par le scandale Wikileaks, ont éventré tout le complot. Les Africains savent que ce ne sont pas des prétendus djihadistes qui attaquent l'Afrique. L'Afrique sait que c'est l'OTAN qui déstabilise l'Afrique. Et que l'OTAN utilise ce qu'on appelle la stratégie de la guerre hybride. C'est-à-dire, l'OTAN utilise des organisations terroristes et des États vassaux pour déstabiliser l'Afrique et imposer aux Africains d'accepter ces conditions d'échange économique, d'accepter ces conditions de coopération politique, diplomatique, bref, pour imposer à l'Afrique de rester en réalité le marchepied de l'Occident. Maintenant, les Africains le savent. Je fais partie des rares Africains, chaque fois qu'ils le disaient et qu'ils recevaient des messages d'autres Africains, ne dis pas ça. Il faut vouloir voir grandir tes enfants. Maintenant, toute l'Afrique le dit. Il y a plus d'1 milliard d'Africains sur le continent et pratiquement 2 milliards sur la planète. Cette vérité est mondialement africaine. L'Afrique mondiale sait que nous ne sommes pas attaqués sur le continent par des gens qui voudraient que nous soyons musulmans. C'est faux. Nous sommes attaqués par des bandits qui utilisent le voile de la religion pour perpétrer un plan de déstabilisation qui a été conçu au plus haut niveau des officines de l'OTAN. Il faut que vous compreniez que tout ça s'est avéré clair aux yeux des Africains
grâce à la crise entre la CEDEAO et le Mali, la CEDEAO et le Burkina Faso, la CEDEAO et la Guinée-Conakry, la CEDEAO et le Niger. Cette crise est un révélateur. C'est un véritable révélateur, au sens même de la chimie, de la véritable nature de l'institution sous-régionale qu'était la CEDEAO. Une institution néocolonisée, une institution ennemie de ses peuples, une institution instrumentalisée. Donc, numéro 1 des va-t-en-guerre de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, grand vassal de la France-Afrique, défenseur de la monnaie criminelle du CFA, putschiste invétéré. Numéro 2, Patrice Talon, dressé sur ses maigres jarrets, on ne sait pas sur quoi il comptait, mais en fait, il avait derrière lui l'ancienne puissance coloniale et il avait derrière lui l'OTAN, on l'a vite compris par la suite. Numéro 3, Tinubu, beaucoup plus malin, Tinubu, le plus rusé de tous, qui a fait semblant de déclarer la guerre contre le Niger et a demandé à sa propre majorité parlementaire de le bloquer. Tinubu qui sait très bien que la loi nigériane interdit au président de la fédération nigériane de déclarer la guerre sans avoir réuni en congrès le Sénat et la Chambre des députés du Nigeria et obtenu une majorité écrasante de leur vote. Les 3/4. Tinubu, qui le sait très bien, va à la réunion de la CEDEAO et dit qu'il va faire la guerre. Comme Ouattara, lui, en Côte d'Ivoire, ne respecte pas le Parlement, ne respecte pas la loi. Ouattara gère la Côte d'Ivoire comme on gère sa propre poche. Ouattara, lui, il a déclaré la guerre sans avoir consulté qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Je pense même qu'il n'a même pas discuté de ça avec sa propre femme. Il a déclaré la guerre, il a déclaré qu'il envoyait des soldats. Bref, avec Ouattara, on sait que c'est un individu allégal. Allégal. Il n'est pas illégal, il est allégal. C'est-à-dire quelqu'un qui est sans rapport avec la loi. Il est légiphobe. Il est allergique à tout ce qui est légal, tout ce qui est réglementaire. Parce que Ouattara, c'est un esprit mercenaire. Tinubu, lui, au Nigeria, il y a des institutions qui ont une certaine force. Donc, il a piégé, alors qu'il était le président de la CEDEAO, il a piégé tout le monde. Il dit que vraiment, non, we will enter in Niger. President Bazoum will be back on the oath. I am telling you. Après, il rentre au Nigeria dans la nuit. Il appelle le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, leur dit, stop me. Say no. Say that there is no consensus about war. So, I will say, I would have done that war, but I have been impeached by the parliament. Le type appelle ses propres députés, il dit, allez me contredire, dites que vous êtes opposé à la guerre. Si vous dites que vous êtes opposé à la guerre, moi, Tinubu, je pourrais dire à Macron, je pourrais dire à Ouattara, je pourrais dire à Talon, je pourrais dire à Macky Sall, je pourrais dire à Mbalo, bref, à tous ces vassaux-là, ouest-africains, je pourrais leur dire que j'ai été empêché par mon parlement. Vous voyez comment le vieux là est bandit? Il fait semblant de dormir comme ça, Tinubu. Attention! Quelqu'un qui a réussi à s'en sortir d'une affaire de drogue aux États-Unis, c'est vraiment un bandit expérimenté, Tinubu. Il a réussi à s'en sortir dans une affaire de drogue aux États-Unis, Tinubu. Dans une affaire de faux diplôme aussi, le type s'en sort. Sans être incarcéré. Les États-Unis ont été capables d'aller arrêter tout un chef d'État, Manuel Noriega, au Panama, pour l'amener en prison, pour des histoires de drogue. Mais Tinubu, lui, s'en est sorti. Le monsieur que vous voyez là, il fait semblant de dormir et seulement d'aimer danser. C'est un voyou expérimenté. C'est un voyou très expérimenté. Donc, que fait Tinubu? Tinubu, lui, il a fait semblant de vouloir attaquer, en fait, le Niger. Jamais il ne voulait le faire. Puisque, dès le lendemain, la semaine d'après, les députés du nord du Nigeria se sont levés pour dire, pas question, les Nigériens, c'est nous. Il y a une continuité entre le Niger et nous, on n'est pas d'accord. Dès le lendemain, l'Assemblée nationale, le Sénat se sont réunis pour dire qu'il n'y a pas d'unanimité pour la guerre. Et qu'est-ce qu'il fait, Tinubu? Juste après ça, Tinubu coupe son téléphone. Alassane Ouattara l'appelle matin, midi et soir pour savoir quand la guerre commence. Tinubu ne décroche pas. Tell him that I am tired, I am sleeping. On dit à Tinubu, mais c'est Ouattara qui appelle. Il dit, dites-lui que je suis malade, je suis fatigué, je dors.
Il a coupé le téléphone pendant plus de 2 mois à tous les chefs d'État va en guerre de la CEDEAO. Alors que c'est lui le président de la CEDEAO. Voilà comment la guerre n'a jamais eu lieu. Tinubu est tombé en brousse. Tinubu est tombé en brousse. Il ne prenait plus ses collègues au téléphone. Vous comprenez pourquoi? Quand il a convoqué une réunion, cette fois-ci pour faire reculer la CEDEAO, ses collègues-là, tellement ils étaient outrés, ils étaient fâchés contre lui, ils ne sont pas venus. Ouattara n'est pas venu. Parce qu'il avait cru que Tinubu allait envoyer l'armée nigériane devant. Et lui, il allait venir avec ses 1100 gugus, ses 1100 individus fétus, pour les cacher derrière l'armée nigériane. Hein? Et puis, lui, ils allaient même envoyer peut-être les Béninois devant. Et puis lui, il cache son bataillon derrière. L'armée nigériane fait tout le combat. Et puis lui, Ouattara sort pour revendiquer la victoire contre le Niger. Une fois que le Nigeria n'a pas marché dans l'incitation à la guerre interafricaine qui était faite par le néocolonialisme français, qui était faite par l'OTAN, une fois que le Nigeria n'a pas marché, leur plan a échoué. Mais entre-temps, les populations béninoises ont souffert. Puisque le Nigeria avait fermé les frontières, le Bénin a fermé les frontières. Les populations nigériennes ont souffert. Les médicaments, les vivres, le carburant, l'électricité. Il y a eu des centaines, des milliers de personnes décédées au Niger du fait de cette politique criminelle. Le Niger, depuis lors, a donc appris à se débrouiller. Il a trouvé une solution en raison de la flexibilité du Togo et s'est mis à utiliser le port de Lomé au Togo pour son import et son export de marchandises. Mais la conséquence s'est vite ressentie pour le Nigeria. Elle s'est encore plus ressentie pour le Bénin. Le Bénin s'est enfin rendu compte, en tout cas Talon s'est rendu compte que le Niger était un pays plus riche et plus puissant. Pourquoi? Parce que le port de Cotonou s'est effondré. Le grand port de Cotonou au Bénin s'est effondré. À partir du moment où le Niger ne passait plus par le port de Cotonou, celui-ci a perdu pratiquement 70% de son volume d'activité. Des familles entières, des milliers de personnes se sont retrouvées au chômage du jour au lendemain. Des entreprises ont fermé. Des deux côtés de la frontière, mais surtout au Bénin. Une partie de la production agricole béninoise qui était coulée vers le Niger s'est mise à pourrir. Les paysans béninois se sont retrouvés avec des récoltes invendues, pourrissant et détruites par la faute de Talon. Des gens sont morts au Bénin parce qu'ils se sont retrouvés dans la misère par la faute de Talon. Parce que Talon obéissait aux ordres du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est quand Talon s'est rendu compte qu'en fait, dans le rapport de force économique entre le Niger et le Bénin, le Niger avait trouvé une solution par le Togo. Une solution en passant à travers le Mali jusqu'en Guinée-Conakry, par le port de Guinée-Conakry. En se rendant compte que le Niger avait trouvé cette solution, Talon s'est retrouvé avec l'opinion béninoise retournée contre lui. D'abord les commerçants, les familles des hommes d'affaires qui travaillent sur la frontière nigéro-béninoise sont montés sur Talon. La jeunesse béninoise panafricaniste révolutionnaire s'est réveillée. Avec son chef de file, mon jeune frère bien-aimé, Kémi Séba, pour monter à la critique. Une délégation de chefs traditionnels du Bénin est venue au Niger dire aux Nigériens que la chefferie traditionnelle profonde du Bénin, l'un des pays à la religion africaine la plus dense, le vaudou, ils sont venus dire que le Bénin profond était opposé à la politique de Talon. Talon a été désavoué par toutes les forces vives béninoises. Même de son propre parti, des voix se sont levées pour dire non. Des voix se sont levées pour dire non. Voici que ce bon monsieur de Talon, devant son échec, et se rendant compte que le Togo avait tiré son épingle du jeu et que le Niger vivait sans lui, Talon coincé, Talon talonné, Talon au bord de l'effondrement, Talon se sentant petit, s'est mis à rétro-pédaler. Mais à rétro-pédaler d'une manière complètement malencontreuse, d'une manière gauche. Talon s'est mis à tisser un récit selon lequel, bon,
C'est la faute au Niger. Si la normalisation à la frontière bénino-nigérienne n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire que Talon s'est mis à construire un narratif dans lequel c'est le Niger qui a tort et c'est le Bénin qui a raison. Talon s'est mis à construire un narratif dans lequel le Niger ne doit pas tenir compte de toutes les conséquences de ce que le Bénin lui a fait. Le Niger doit revenir naïvement vers le régime béninois et lui faire confiance, comme si rien ne s'était passé. Talon s'est mis à construire un narratif dans lequel le Niger ne doit pas tenir compte des changements géostratégiques qui ont eu lieu au Niger. Le Niger ne doit pas tenir compte des informations sur le nouveau positionnement militaire qui a lieu actuellement au Bénin. Le Niger ne doit pas en tenir compte. Pour Talon, maintenant que le Bénin est fatigué de punir le Niger, c'est-à-dire de se punir lui-même, décide d'ouvrir sa frontière, il appartenait au Niger d'ouvrir largement la sienne. Or, problème. 1. Le Niger a dû prendre de nouveaux engagements avec le port de Lomé au Togo. Et les Nigériens, du moins ceux qui dirigent le Niger aujourd'hui, sont des hommes de parole, des hommes et des femmes de parole. Vous leur avez fermé la frontière. Vous vouliez que le peuple nigérien meure. Le Niger a négocié avec le Togo. Il a signé de nouveaux accords pour commercer, pour faire entrer et sortir le gros de ses marchandises avec le Togo. Mais pourquoi voulez-vous que, alors que c'est vous qui avez provoqué le Niger, que le Niger sacrifie le Togo pour revenir vers vous? Voilà la question à laquelle Talon ne veut pas faire face. Il veut présenter l'affaire comme une banalité. On avait fermé la frontière, on a fini par comprendre qu'il faut laisser. Maintenant, on a ouvert la frontière et eux, ils ne veulent pas ouvrir de leur côté. Attention, les choses ne sont pas aussi simples. Pourquoi avez-vous fermé la frontière si nous étions des pays frères? Si vraiment vous teniez à notre vie, comme nous tenons à votre vie, parce que nous n'avons jamais fermé la frontière contre vous. Pourquoi avez-vous fermé la frontière? Qu'est-ce qu'on fait des Nigériens qui sont morts? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui a été perdu par les hommes et les femmes d'affaires du Niger? On fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'on fait des familles qui ont souffert? Parce qu'il ne suffit pas que vous rouvriez la frontière pour que tout aille pour le mieux. Donc, Talon, incapable d'affronter ces problèmes. Incapable d'affronter le nouveau problème qui vient du fait que le Niger est devenu, le Bénin est devenu une colonie militaire à plein temps des forces de l'OTAN. Le Bénin fourmille de forces étrangères otaniennes. Talon lui-même n'a plus confiance en l'armée béninoise. Il se fait protéger par l'armée rwandaise de Kagame. Or, Kagame, c'est un pion de l'OTAN. C'est un déstabilisateur professionnel. On voit ses œuvres en République démocratique du Congo. Donc, en fait, le Bénin est devenu un lieu où sont regroupées des forces hostiles au Niger. Et le Niger possède cette information en temps réel. En temps réel, les autorités nigériennes savent la composition des troupes qu'il y a dans le sol béninois. Et elles ont tout à fait observé que la frontière bénino-nigérienne est la zone de concentration des nouvelles troupes stratégiques de Talon. Mais pourquoi voulez-vous qu'alors que le Bénin prend des dispositions militaires, le Bénin de Talon, ce n'est pas le peuple béninois, mais le régime de Talon, prend des dispositions militaires et s'associe aux forces hostiles au Niger, pourquoi voulez-vous que les Nigériens ouvrent aveuglément leurs frontières? Le Niger s'attend à ce que Talon donne des garanties d'un véritable retour à la paix. C'est-à-dire, par exemple, qu'il arrête d'héberger sur son sol des forces qui menacent le Niger, des forces qui espionnent le Niger, des forces qui infiltrent le Niger, des forces qui se préparent à soutenir des rébellions, des attaques terroristes au Niger. Voilà la réalité du terrain. Les autorités nigériennes ont toutes les informations sur l'usage du territoire béninois comme zone de préparation de forces hostiles. Pourquoi voulez-vous que dans ces conditions, le Niger ouvre sa frontière? Parce que le Bénin l'a ouverte. Talon veut prendre les Nigériens pour des idiots, mais ce sont des militaires de formation. Ce sont des officiers généraux qui dirigent le Niger. Et parmi les meilleurs d'Afrique. Le général Tiani, le général Salifou Modi et leurs compagnons sont des officiers de très grande qualité. Donc, ils font de la politique avec les informations réelles dont ils disposent. Alors, incapable de jouer bas à terre, incapable de mettre à plat les raisons pour lesquelles les Nigériens ne lui font pas confiance, Talon passe à une nouvelle phase maintenant.
il décide de bloquer l'exportation du pétrole du Niger pour obtenir de force l'ouverture de la frontière nigérienne. Je reprends. La phase actuelle dans laquelle Talon est rentré, c'est la phase du chantage. Talon est un maître chanteur. La méthode qu'il a utilisée, fermer la frontière pour que les Nigériens meurent, il veut l'utiliser, fermer le robinet de pétrole pour que les Nigériens crèvent. C'est la même méthode. Talon est toujours dans la même méthode. Et en cela, quand j'ai vu les médias néocolonialistes et impérialistes français relayer que Talon bloquait désormais le pétrole nigérien à Semek-Kodji, tant que le Niger n'ouvre pas la frontière, j'ai compris que la question pétrolière était devenue un nouveau moyen de pression, d'attaque et d'agression du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental contre le Niger. Surtout dans une période où on a entendu le commandant des forces américaines en Afrique dire qu'ils doivent trouver un moyen pour renverser les militaires actuellement au pouvoir, imposer un civil qui va faire les 4 volontés des États-Unis. On a la vidéo. J'ai publié hier la vidéo du commandant des forces américaines en Afrique, l'anglais, disant que il faut que les États-Unis trouvent un moyen de faire tomber les régimes militaires en général, notamment le régime militaire nigérien, et de faire arriver au pouvoir un civil qui sera compatible avec les intérêts américains. Il l'a dit comme ça, crûment. Donc on comprend que la stratégie d'asphyxie financière, d'asphyxie économique du Bénin, qui est la stratégie de l'OTAN, eh bien, Talon en est le serviteur. Talon est déterminé à aller au bout. Si le Niger n'ouvre pas la frontière pour que lui puisse faire entrer les commandos que ses patrons ont installés au Bénin, alors lui, il va fermer le pétrole nigérien pour que le Niger n'ait pas d'argent et le Niger finirait par se soumettre. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, en tant que fils de l'Afrique, en tant que fils du Bénin et fils du Niger, qu'est-ce que je propose? Sans autre forme de procès, il faut que M. Talon lève tous les dispositifs militaires qui menacent le Niger. Premier point. Toutes les armées hostiles au Niger qu'il accepte d'installer au bord de la frontière nigérienne, il faut que Talon les enlève. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Talon doit respecter ses engagements envers la Chine et envers le Niger. Ces engagements ont fait l'objet d'un accord à part lié à l'exploitation du pétrole. L'exploitation du pétrole n'est pas en rapport avec le problème des frontières. L'accord sur l'exploitation du pétrole et la traversée du pétrole au Bénin n'est pas le même que celui qui lie les deux pays en matière d'échange d'autres marchandises. Cet accord, lui, il est l'objet d'un texte à part. C'est un accord spécial. Puisque dans cet accord, le Bénin a accepté d'accorder une partie de sa souveraineté, en fait, au pipeline nigérien, et le Niger a accepté d'accorder une partie de sa souveraineté en cédant une partie des revenus de son pétrole au Niger. Dans cet accord-là, mutuellement gagnant-gagnant, tout a été prévu dans le texte. Moi, j'ai lu la déclaration du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeyn, rappelant que la question pétrolière bénino-nigérienne est gérée par l'accord signé entre le Bénin, le Niger et la compagnie multinationale d'État chinoise CNPC. Tout est écrit dedans. Il faut que Talon apprenne à respecter les textes. Quand on dirige un pays, on respecte les textes. La question de la frontière doit être appréciée par les autorités nigériennes en fonction du seuil de sécurité que Talon va leur garantir, en arrêtant d'installer sur cette frontière-là les forces qui sont hostiles au Niger. Tant que le Niger se sent menacé par ce que Talon a installé à la frontière, le Niger a le droit de maintenir sa frontière fermée. Enfin, il y a un quatrième point qui est important. Ça fait un moment que Talon emmerde le peuple béninois. Ça fait un moment que Talon emmerde le peuple nigérien. Ça fait maintenant un moment que Talon commence à emmerder tous les peuples africains. Il faut à un moment donné que le grand peuple africain du Bénin et que toutes les forces vives du Bénin prennent leurs responsabilités par rapport à Talon. Moi, j'ai toujours dit que Talon sera talonné jusqu'à son étalement. Et je ne crains pas d'affirmer que les conditions pour que Talon soit talonné jusqu'à son étalement sont en train d'être remplies. Je voudrais saluer la déclaration forte qui a été faite aujourd'hui par mon jeune frère Kémy Séba, combattant de la liberté, qui, sur sa page Facebook, a clairement montré que c'est la mauvaise foi de Talon
qui explique la prudence et la méfiance des autorités nigériennes. Ce n'est pas que les autorités nigériennes ne soient pas conscientes que les peuples béninois et nigériens sont condamnés à vivre ensemble parce que c'est le même peuple africain. Les autorités nigériennes prennent des mesures parce que celui qui dirige actuellement le Bénin est hostile non seulement au peuple béninois, qu'il ne sert plus, mais il est hostile au peuple africain, dont il est ennemi de la souveraineté, puisqu'il est soumis, à travers leur CEDEAO néocolonisé, il est soumis à l'OTAN, il est soumis au néocolonialisme français, il exécute les 4 volontés de ceux qui ne veulent pas d'une Afrique souveraine, une Afrique libre. Donc, j'ai donné mes 4 observations. 1. Que Talon cesse de faire du Bénin une néocolonie militaire de l'Occident. S'il veut que le Niger assouplisse les mesures qu'il a prises à sa frontière. 2. Que Talon respecte les termes de l'accord Bénin-Niger-CNPC. Sans quoi, Talon risque de créer une véritable crise diplomatique entre lui et la grande puissance chinoise. Et il ne sera pas aidé dans cette grande crise diplomatique. Parce que ceux sur qui il compte ne sont pas, aujourd'hui, financièrement plus puissants que la Chine. Ceux sur qui Talon compte, avec ses petits jarrets, ne peuvent pas faire face commercialement et économiquement à la Chine. Et il faut que Talon arrête de faire souffrir le peuple béninois. Avec ces mesures anti-africaines, ces mesures anti-patriotiques, ces mesures de vassal, il faut qu'il arrête. Les autorités nigériennes, qui sont des autorités panafricanistes, éprises de paix, amoureuses de leur peuple, ne manqueront pas d'ouvrir la frontière. Quand Talon arrêtera d'utiliser le sol béninois comme lieu de préparation des agressions contre le Niger. Enfin, le peuple béninois observe depuis plus de 2 à 3 ans la dérive de Talon. Dérive liberticide à l'intérieur, contradiction flagrante en diplomatie internationale. Il va de Charib dans Silab. Aujourd'hui, il ferme. Et demain, il se comporte comme si ce n'est pas lui l'agresseur. Qui est l'agresseur entre le Bénin et le Niger? C'est Talon. C'est Talon qui a agressé les Nigériens. Et le peuple béninois le sait. Et cette agression contre les Nigériens s'est retournée en boomerang contre le peuple béninois, privé d'une partie de ses revenus, qui naissent de son commerce avec son pays frère et ami. Donc, à un moment donné, il faut que les forces vives du Bénin se posent la question de se libérer de Talon. Je suis convaincu que les relations bénino-nigériennes s'amélioreront quand Talon sera dégagé. Je le dis une deuxième fois. Les relations entre les peuples du Bénin et du Niger seront améliorées lorsque Talon Patrice sera dégagé. Et il le sera bientôt. J'ai toujours dit qu'il sera talonné jusqu'à son étalement. Talon va tomber. Je le dis une 3e fois. Quand je le disais pour Bazoum, on ne m'a pas écouté. N'est-ce pas? Quand je le disais pour Macky Sall, on ne m'a pas écouté. Quand je le dis pour Ouattara, là, on ne m'écoute pas. Ils vont tous tomber. Tous les ennemis de l'Afrique, ils vont tomber. Si ce n'est eux leurs héritiers, l'Afrique va se libérer. La jeunesse africaine a bien compris que son mal, ce sont ces Africains d'apparence qui sont des ennemis de leur peuple et qui prétendent présider à nos destinées. Ils sont faits pour le passé, pour les faux sceptiques du temps. Ceux qui gouvernent contre le peuple africain. Les temps ont changé. Donc, quand Talon sera dégagé, les relations bénino-nigériennes seront merveilleuses. La frontière bénino-nigérienne n'existera même plus. Dans l'Afrique qui est en train d'avancer et qui impulse l'alliance des États du Sahel, l'intégration vers laquelle nous allons sera magnifique. Nous allons vers la grande fédération continentale, d'abord ouest-africaine. Et nous allons vers une grande fédération continentale d'Afrique noire, qui sera une grande puissance mondiale. Ces choses-là, que Dieu nous permette de les voir avant de nous retirer de ce monde. C'est notre prière, mais que sa volonté soit faite. Mes chers amis, voilà le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Et j'espère que je vous ai apporté des clarifications. Alors, j'ai à la fois écouté la déclaration de Patrice Talon, grâce à un de mes frères qui m'a acheminé toutes les informations, mais j'ai également écouté la déclaration sur RFI de Aurélien Agbenyonsi. Aurélien Agbenyonsi, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Talon. L'analyse que je viens de vous donner, eh bien, elle est partagée par l'ancien ministre des Affaires étrangères de Talon. Il a été 7 ans ministre des Affaires étrangères de Talon. Aurélien Agbenyonsi rappelle que c'est le Bénin qui a provoqué
C'est le Bénin qui a provoqué.